Dans la campagne anglaise du Shropshire, non loin de Birmingham, se trouve une ferme où le temps s'est arrêté à l'époque victorienne. Une expérience hors du commun va la faire revivre telle qu'elle était dans les années 1880. Cette époque a été une véritable révolution en matière d'agriculture. Des pratiques ancestrales ont été remises en cause par l'industrialisation et la Grande-Bretagne s'est soudain trouvée à un carrefour entre l'ancien et le moderne. J'essaie d'aller droit. Durant une année entière, Ruth Goodman, Alex Langlands et Peter Ginn vont vivre la vie des fermiers victoriens. J'ai le dos en compote. En 4 mois, ils ont planté du blé dans un champ longtemps laissé à l'abandon. Ils ont passé des semaines à restaurer Henley Cottage pour qu'il retrouve sa gloire passée et se sont familiarisés avec des espèces animales traditionnelles. Donc en gros, c'est un beau Shire. Nous sommes désormais en janvier et la ferme a besoin de réparations urgentes. Mais sans magasin de bricolage à proximité, il faut réapprendre des gestes oubliés avec l'aide du forgeron, du vannier et du bûcheron. Le champ de blé fait l'objet d'attaques répétées et il est temps d'apprendre à contrôler les nuisibles. Comme on le faisait à l'époque, bien sûr. La dure réalité de la vie sans le confort moderne commence à se faire sentir. Je me gèle. D'ici 3 mois, ce sera le printemps et les animaux mettront bas. On y va? Ouais. Janvier marque le début de la nouvelle année à la ferme victorienne. Ruth et Peter accueillent une nouvelle pensionnaire importante. Allez. C'est bien. Princess est une Gloucestershire Old Spot, une des races préférées des fermiers victoriens. Elle attend des petits. Notre trio espère qu'elle mettra bas dans quelques semaines. Il y a une énorme pâtée qui t'attend, ma grande. Mais il faut la faire rentrer dans ses nouveaux quartiers. J'ai rien de plus têtu qu'un cochon. Allez, ma jolie. Allez, c'est bien. C'est bien. Il va falloir essayer la corruption. Tu préférerais une mangue, hein? Alléluia, on y est. Tu es magnifique, hein? Tu vas nous faire de jolis petits porcelets? Tout à fait, oui. Richard Lutwich est le président de la Gloucestershire Old Spot Society. Vous pensez qu'elle va en avoir combien? Je m'estimerais heureux si elle en a 8 ou 9. Ça fait beaucoup? Peut-être plus. Elle peut en avoir 10 ou 12. Oula, à quoi doit-on faire attention? Pas grand-chose, en fait. Les cochons sont moins exigeants que les autres animaux de ferme. C'est simple comme bonjour, il faut la laisser faire et normalement, tout devrait bien se passer. Pour Peter, qui a construit les 2 porcheries, l'installation de Princess est une étape importante. Elle passe tout juste par la porte. Légère erreur de conception. Elle est énorme. Avec tous ces animaux, la ferme est en pleine ébullition. Allez, vous deux, oust. Allez, poussez-vous. Attention au canard, Ruth. Les plus gros fauteurs de troubles sont les cochons. Si les portes sont ouvertes, les cochons sortent et soit ils vont faire peur aux vaches, bonjour, soit ils mangent les œufs. Ils font une razzia dans les nids. Peter se fixe donc un nouvel objectif. Il faut qu'on trouve un moyen de contrôler les bêtes. On a une basse-cour et une cour de ferme, et ce serait logique de séparer les deux. Donc il nous faut une clôture. Comme ça, les cochons pourront se promener sans embêter les vaches et les canards, et sans nous déranger. À l'époque victorienne, les clôtures ne s'achetaient pas toutes faites en magasin. Peter va devoir la construire lui-même. Il fait appel à un expert, Damian Goodburn, l'un des rares à maîtriser encore aujourd'hui l'art des bûcherons victoriens. Ensemble, ils cherchent l'arbre idéal pour construire la clôture. Bon, on cherche un chêne qui nous fournira de quoi faire le poteau d'angle
et quelques branches plus petites qu'on pourra diviser en deux pour les poteaux et les barreaux. Au XIXe siècle, la vente du bois rapportait beaucoup d'argent. Les terrains boisés comme celui-ci étaient donc soigneusement entretenus. On cherche quel diamètre? On veut quelque chose qui soit transportable à la main. Pas trop gros. On ne veut pas abattre un gros arbre qui a de la valeur et qui pourrait être vendu pour fabriquer des meubles ou un bateau. Si on laisse un arbre comme celui-là grandir, c'est comme un investissement. C'est comme placer de l'argent à la banque. Damian sait exactement l'arbre qu'il lui faut. Il y a celui-là. Trop petit, non? Un peu tordu. Celui-là est un peu trop petit. Trop ovale, trop sinueux. Et celui-là? Celui-là serait bien, parce qu'il ne donnera jamais du très bon bois de construction. Avec un peu de chance, on devrait pouvoir l'abattre. Donc on a trouvé notre arbre. Je fais attention de ne pas taper par terre. La première étape consiste à équarrir le bas du tronc à la hache pour faciliter le sciage. Bon. On a quelques problèmes. On va commencer à la hache. Non, ça va. Il faut que tu ailles plus vers la gauche. Doucement. Ne pousse pas la scie. Laisse-la glisser toute seule. Comme si on ramait. Exactement, c'est ça. Si je faisais ça plus souvent, je ne serais pas aussi gros. Il n'y avait pas beaucoup de bûcherons obèses à l'époque victorienne. En tombant, l'arbre pourrait s'accrocher aux épais branchages qui l'entourent. Peter et Damian doivent orienter sa chute vers une trouée. Damian opère pour cela une coupe triangulaire dans le tronc de l'arbre. Et ça va faire tomber l'arbre à l'endroit où on veut. En théorie, oui. J'espère qu'elle va se vérifier. Puis les deux hommes attaquent à la scie de l'autre côté de l'entaille. On en est où? Un petit peu plus de ton côté alors. Attends, il va tomber. Je sors ça. C'est ce qu'on essayait d'éviter. Bon, tant pis. C'était ce qui nous inquiétait et on n'a pas réussi à le faire tomber pile où on voulait. Maintenant, il faut le faire tomber de ce côté. Avec une hache plus petite, on va agrandir l'entaille de ce côté. Damian finit de couper à la hache. On espère que ça va dévier l'arbre et qu'il va tomber là où on veut. Viens m'aider à pousser. Allez, quoi! Il nous faut une perche. On en a une? Ah, c'est pas vrai. Ça suffit pas encore. Ça y est, il bouge. T'inquiète pas. Ça y est. Ça s'arrose. C'est pas trop tôt. Après avoir galéré 5 heures. En octobre, Alex a travaillé d'arrache-pied pendant des semaines pour planter du blé dans un champ laissé à l'abandon. Mais après s'être débarrassé des mauvaises herbes, il doit affronter un nouvel ennemi, un ennemi à plumes. L'un de mes pires cauchemars s'est réalisé. Les oiseaux sont passés par là, visiblement. Ces derniers jours, en passant, j'ai vu un groupe de faisans à cet endroit précis. Et je crois que ce qu'ils font, c'est qu'ils tirent sur le sommet de la pousse pour déterrer la base et la picorer. À l'époque victorienne, les métayers comme Alex avaient parfois bien du mal à éloigner les faisans de leur culture. Ces oiseaux étaient élevés en vue des parties de chasse et appartenaient aux propriétaires du domaine. Interdiction d'y toucher. Si un métayer tuait un faisan, il pouvait être arrêté pour braconnage.
Alex va enfin avoir l'occasion de se venger de ses indésirables. Le régisseur Rupert Acton l'a invité à participer à une chasse aux faisans. Mais cela nécessite quelques préparatifs. J'ai remarqué ces derniers mois qu'il avait tellement plu que le sol était un véritable bourbier. Il y a de la boue partout et mes chaussures sont trempées. Donc, je vais les imperméabiliser parce que demain, c'est une journée importante. Il y a la chasse. Alex utilise une recette de cirage du 19e siècle à base de cire d'abeille, de goudron et de suif, une sorte de graisse de bœuf ou de mouton. Je ne sais pas du tout quelle quantité je dois mettre, mais je vais faire au pif. D'abord, on met la cire d'abeille qui est fondue. Je sais qu'il va falloir plus de suif. C'est intéressant. Ça donne une espèce de pâte déjà. Je vais mélanger un peu. On ajoute ça. C'est super parce que ça se transforme en une sorte de cirage marron foncé. Je pense que c'est assez liquide. Ou en tout cas, c'est assez tiède pour que je l'applique sur les chaussures. L'heure de vérité. Je vais en étaler là. C'est très épais. On voit la cire d'abeille. Ça pénètre vraiment bien. Je suis vraiment content d'aller chasser. À la fin du 19e siècle, les parties de chasse étaient de plus en plus importantes. Il y avait beaucoup de gibier et les frictions entre les gardes-chasse et les métayers étaient très courantes. Et ça se comprend. Si les oiseaux mangent votre récolte, vous devez avoir envie de les passer à la marmite. Dans le bois, Peter et Damian sont en train de débiter le tronc d'arbre. Après le travail épuisant de l'abattage, vient l'étape la plus difficile. C'est bien. Ils vont avoir besoin d'aide pour transporter le bois. Et le mieux placé pour le faire, c'est Clumper. C'est la première fois qu'il va faire ça. Il va le traîner derrière lui, charrier le tronc d'arbre à travers la forêt. C'est sa première fois. Il n'a pas l'habitude de cet environnement, mais on va voir comment il s'en sort. Voilà un tronc prêt à être charrié. On va essayer. Allez, Attention, il y a un arbre. 2, 3. Ce tronc pèse environ 300 kilos. Voilà, c'est bien. Il se débrouille bien, hein? Oui. Ça n'a pas l'air de le gêner que ce soit en montée. Non, il n'est pas du genre à rechigner. Allez, on y est presque. Allez, mon grand. On a l'impression qu'il traîne une allumette. Moi, je suis essoufflé rien qu'en marchant pour le suivre. Ça monte. Clumper se dirige vers la fosse de sillage de la propriété, où le tronc sera découpé pour construire la clôture de la cour. C'est bien. Allez, avance, avance. Avance. Oh, il s'en est très bien sorti. Je suis étonné, je m'attendais à quelques problèmes. Au début, pour passer la pente, ça a été difficile. Il a fallu faire rouler le tronc. Mais sinon, il a compris le truc. Je suis toujours épaté de voir avec quelle facilité il accomplit les tâches. Hein, Clumper? Il écoute, vous voyez? Travailler au grand air est éprouvant pour l'organisme humain. Mais dans les petits villages, il n'était pas toujours facile d'avoir accès à des remèdes et onguents pour les douleurs. Au cottage, Ruth s'essaie à quelques mixtures maison. Je prépare une crème pour les crevasses aux mains. J'ai du saindoux que je fouette à la fourchette pour le rendre plus léger, plus mousseux. Je vais ajouter du miel, pas trop liquide, mais un peu, et un peu de flocons d'avoine. La texture de l'avoine va rendre la crème un peu exfoliante quand on l'applique.
Et ça aidera à la faire pénétrer dans la peau. Maintenant, j'ajoute des blancs d'œufs. Et le dernier ingrédient, c'est de l'eau de rose. C'est-à-dire de l'eau distillée et de l'huile de rose. Non seulement ça ajoute une odeur agréable, mais ça facilite l'absorption par la peau. Je fouette. Ça peut se garder longtemps. Comme il y a de la graisse dedans, il suffit de la mettre dans un bocal, de mettre un couvercle, et ça se conservera 3 ou 4 mois sans problème. Ne vous trompez pas dans les cris, d'accord? Le jour de la chasse aux faisans est enfin arrivé. Peter et Alex prennent leur position de rabatteurs pour faire sortir les faisans du bois. La chasse aux faisans telle que nous la connaissons aujourd'hui a été inventée à la fin du 19e siècle. Le prince Albert et son fils étaient de fervents chasseurs, mais ils avaient un problème. Traditionnellement, les chasseurs tentaient de surprendre les faisans, ce qui avait pour conséquence d'en faire fuir la plupart. Une nouvelle technique s'est donc développée, consistant à employer des rabatteurs pour repousser les faisans vers les chasseurs grâce à différents cris. On doit rester aligné en traversant les fourrés et faire le maximum de bruit possible. Je ne t'entends pas beaucoup, Peter. Peter, je veux t'entendre crier. Pour Rupert, la chasse est une affaire de famille. Mon arrière-grand-père, Augustus Wood Acton, vivait ici à la fin du 19e siècle. Et il chassait environ une fois par semaine avec 4 tireurs et 4 ou 5 rabatteurs. Au 19e siècle, sur cette propriété, on devait tuer 400 à 500 faisans et autres oiseaux durant la saison de chasse. Là, il y en a un. Ça m'apprendra à parler. Le sol marécageux va s'avérer le test idéal pour l'imperméabilisant d'Alex. Je suis très impressionné par ce mélange. Et comme je dois traverser ce ruisseau, je remercie le ciel d'avoir décidé de le faire. Mais Peter n'a pas autant de chance. T'aurais dû imperméabiliser tes bottes, Peter. Gna 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 gna. Aucun faisan n'a été tué lors de cette battue. Les rabatteurs se déplacent vers un autre bois. Comme tous les hivers, j'ai des problèmes de lèvres gercées. Dès que le temps est froid et humide, mes lèvres se dessèchent, se craquellent et saignent. Donc je prépare un baume à lèvres victorien. Les recettes indiquent que c'est pour les lèvres gercées. Mais ce qui est intéressant, c'est que la plupart incluent de l'orcanette, qui n'a aucun effet sur les lèvres gercées. C'est une teinture rouge. Donc j'espère que cette recette va me donner un brillant à lèvres couleur cerise. L'orcanette est une plante commune considérée comme une mauvaise herbe. On peut utiliser toutes les parties de la plante, mais c'est surtout dans les racines qu'il y a le plus de teinture. Donc je prends des racines d'orcanette séchées. Je verse de l'huile d'olive. Je rajoute l'orcanette dans l'huile et je vais mettre le tout dans le four pour le réchauffer. Et normalement, la couleur devrait infuser dans l'huile. Les autres ingrédients sont la graisse de mouton et la cire blanche. Il faut les faire fondre ensemble. L'orcanette a donné une couleur fantastique. Ça a vraiment bien marché. Plus rouge que ça, ce n'est pas possible. Une fois que la cire et la graisse de mouton ont fondu, on verse ça dans un bol. Et je vais le passer pour enlever les gros morceaux. Regardez cette couleur. La mixture va être mise au frais pour durcir. Aucun brillant à lèvres dans le commerce n'est aussi rouge que ça.
Et il n'y a que des bonnes choses dedans. Les rabatteurs se sont déplacés vers un autre bois. Peter tente d'éloigner les faisans tout en les poussant vers les chasseurs. Cette technique de battue est vite devenue très populaire, mais le nombre de faisans augmentant, les chasseurs ont eu besoin de tirer plus vite. Jusqu'alors, il était très laborieux de charger son fusil avec la poudre et le plomb qu'il fallait introduire dans le canon. Les armuriers ont donc inventé une cartouche contenant à la fois le plomb et la poudre, et un nouveau fusil que l'on pouvait ouvrir pour le charger plus facilement. Le temps de chargement est passé alors de plusieurs minutes à quelques secondes, et les chasseurs ont ainsi pu atteindre davantage d'oiseaux. Allons voir si ce sont les nôtres. Ça change de la ferme? Oui. La chasse aux faisans terminée, les rabatteurs ont été récompensés pour leur bon travail. Il est tombé en piqué? J'ai pas vu. J'étais trop occupé à me demander pourquoi je n'avais pas imperméabilisé mes bottes. Février. Les faisans se font plus rares et le blé peut pousser tranquillement. La construction de la clôture avance bien. Peter prépare le tronc avant de le transporter à la fosse de sciage. C'est pour ça que j'ai jamais eu de skateboard. Princess, la truie, semble s'habituer à son nouvel environnement. On va mettre le seau pour les faire entrer dans l'enclos et on va les examiner. Certaines brebis attendent également un heureux événement. Appelle-les, Alex. Voilà. En novembre, Richard Spencer avait amené à la ferme Fred, son meilleur reproducteur. Mais bien que le bélier se soit montré entreprenant, Alex ne sait pas exactement combien de brebis vont mettre bas. Viens, Alex, je vais te montrer. Richard vient à son aide. Quand une brebis est pleine, il y a une substance cireuse et collante dans ses pies. Encore faut-il accéder aux pies pour vérifier. Tu mets ton genou sur son épaule pour pas qu'elle s'échappe et tu passes la main en dessous. Et tu presses le pie pour savoir si elle est pleine. D'accord. Je suis coincé. C'est ça, passe ta main en dessous, trouve un pie, cherche bien. Non, il n'y a rien. Il faut passer la main doucement jusqu'à la base du pie et le serrer doucement en descendant vers l'extrémité. Je ne le trouve pas, Richard. J'en tiens. Tu vas y arriver. Sois positif. Ils sont éloignés de combien en général? La distance normale, un de chaque côté, ça va par deux. Je n'y arrive pas. Peut-être que tu devrais me montrer comment les retourner. Les éleveurs retournent souvent leurs moutons pour les examiner. Mais chaque brebis pesant plus de 60 kilos, la chose peut s'avérer difficile. Tu la bloques avec le genou et tu la gardes plaquée sur ton genou en basculant vers l'arrière, en t'accrochant bien sur le côté, et tu la fais basculer avec ton genou sur son derrière. Pas besoin d'une grande force physique, il faut utiliser le principe du levier et le poids du mouton. Un peu comme une prise de judo. Relève-lui la tête et laisse-la basculer sur ton genou. Oui, continue, continue. En arrière. Assieds-la, c'est ça. Le reste, ce sera du gâteau après ça. Bravo. Ah, ça y est. Regardez comme il est content de lui. Il va bien dormir ce soir. Tu vas presser ce pie-là. Tu pétris doucement en allant de la base vers l'extrémité. On voit que le pie se remplit. Il est plein de cire. Le pie est plein de cire. Et ensuite? Voilà. Et voilà. Il est trop content. Voilà. Un homme heureux. Voyons celui-là. Oui, il y a une goutte là. Regarde. Maintenant, regarde. Regarde ça. Mieux que de la colle.
C'est super, c'est incroyable. Tu as vu comme ça colle? Ah oui. Oui. C'est parfait, elle est enceinte, c'est sûr. Vas-y, bascule là. Ce liquide cireux est la preuve que dans quelques semaines, cette brebis fera du lait pour nourrir ses petits. Maintenant, il ne reste plus à Alex qu'à vérifier le reste du troupeau. Voilà, jeune homme, Merci. on fera de toi un vrai berger. S'assurer que les bêtes étaient bien nourries tout au long de l'hiver était absolument crucial à l'époque victorienne. Tous les jours, nos fermiers préparent à manger pour les animaux en utilisant des machines comme ce coupe-racine. Mais Ruth a un problème. Le seau n'a pas la bonne forme. Je passe mon temps à tout ramasser par terre. Quand on a autant de choses à faire, on ne peut pas se permettre d'avoir du matériel défectueux. Pour fabriquer un récipient mieux adapté, Ruth fait appel à un artisan aux compétences uniques. Ça, c'est un chêne qui a été abattu l'autre jour. Et je vais en faire un panier. Owen Jones fabrique des paniers typiques de la région des lacs et des Midlands de l'Ouest. Autrefois répandu, son métier est aujourd'hui en voie de disparition. À l'époque victorienne, il y avait des centaines, voire des milliers de paniers. Pendant des années, j'ai été le seul. Récemment, j'ai formé un apprenti et maintenant on est deux. En Grande-Bretagne, la plupart des paniers sont faits en osier. Ce qui rend celui-ci unique, c'est qu'il est fait à partir de matériaux locaux, du chêne et du noisetier. C'est une branche de noisetier qui va former le rebord du panier. Il faut que je la lisse pour pouvoir la plier. Owen prépare ensuite les côtés du panier. Chaque morceau de chêne doit être mesuré et débité en bandes. C'est là qu'on voit comment est le bois. J'enfonce. Il faudra 5 heures à Owen pour fabriquer ce panier. Au XIXe siècle, les vanniers qui fabriquaient des paniers en chêne se réunissaient en petits ateliers de 2 ou 3 artisans et produisaient des dizaines de paniers chaque semaine. Quand je le fends en deux, il y a un risque que ça parte dans un sens ou dans l'autre. Et je peux le contrôler soit en tirant vers moi, soit en poussant devant moi. Une fois le chêne découpé à la bonne longueur, il est placé avec le noisetier dans une chaudière. Une fois terminé, le panier d'Owen facilitera grandement la tâche de Ruth. Alex et Peter ont découvert un tout nouveau moyen de produire à manger pour les bêtes. C'est bon, envoie. D'accord, j'envoie. Au XIXe siècle, les machines de la production de masse commençaient à faire leur apparition dans les exploitations. Ce système de courroies et de poulies a plus de 150 ans. C'est un moulin à égruger le blé. Vous entendez, il se met en route. Impressionnant comme bruit. Le moulin à égruger broie les grains de blé pour nourrir les animaux de la ferme. Ils sont tous égrugés, broyés. Comme ça, une fois dans le système digestif de l'animal, ils seront digérés plus facilement. Le système est alimenté par le moteur de la ferme, Clumper, le cheval de trait. C'est bien. Je trouve ça vraiment fascinant, parce qu'il suffit d'avoir un cheval, un peu de foin en hiver pour le nourrir, et vous avez de l'énergie, du cheval vapeur. Le terme cheval vapeur a été inventé par l'ingénieur James Watt. Il avait conçu une machine à vapeur et pour la vendre, il avait trouvé le moyen de comparer sa puissance à celle d'un cheval. Une toute nouvelle unité de mesure était née, le cheval vapeur. C'est bien. Quand Clumper fait un tour complet, cette roue-là tourne 52 fois. S'il travaille pendant une semaine, ça tourne pendant un an. C'est vraiment la naissance de la mécanisation de l'agriculture.
Dans la basse-cour, Owen Jones s'apprête à mettre en forme le rebord de son panier. Je le jette par terre d'abord pour enlever un peu l'humidité et la chaleur. Je devrais pouvoir le plier facilement. Je mets d'abord le bout. Je fais attention en tournant de ne pas le tordre. Il a été assez chauffé. Je l'insère avec la main droite et je suis avec la main gauche. Je le fixe. Je suis content de celui-là. Ça m'a l'air plutôt bien. Il retire ensuite le chêne de la chaudière. Ça a une odeur merveilleuse, une odeur fruitée. C'est le meilleur moment de la journée. Owen fend le bois dans le sens de la fibre. Ça brûle un peu les mains. Quand ça brûle vraiment trop, il faut se taper les mains sur les genoux pour les refroidir. La manière de faire la plus simple, c'est comme ça. On écarte en descendant un peu au feeling. C'est du solide. Je peux le garder assez épais et le plier comme ça et ça fera un panier solide. Le bois est maintenant prêt pour la phase finale. Je vais tresser le panier maintenant. Tout est tressé. Je ne fixe rien. Il n'y a aucun clou, aucune pointe. Tout est tressé. On utilisait ces paniers au 19e siècle dans les fermes. Ils étaient très importants. On les utilisait pour semer les graines, pour aller ramasser les pommes de terre, donner des navets aux bêtes. Ils sont tombés en désuétude avec l'arrivée de la mécanisation. Il y a eu l'arrivée des corbeilles métalliques et des tracteurs avec les semoirs, et il y avait moins de travail manuel à la ferme. C'est super! Ça dure combien de temps un panier comme ça? Un panier comme ça peut durer des dizaines d'années. D'ailleurs, j'en ai réparé qui avaient 50 ans. Certaines bandes étaient parties et je les retressais. Et c'est vraiment écologique. Un objet qu'on peut utiliser pendant 50 ans et qu'on peut faire réparer. Et après, on peut l'utiliser pour le feu. Fantastique. Il est magnifique. C'est vraiment un objet magnifique. Il va vous servir pendant de longues années. Et c'est très solide. D'ailleurs, le test, quand on a fini un panier, consiste à monter dessus. Vous êtes sûr? Oui. Bon sang. Sautez un peu dessus. C'est incroyable. Pas besoin de cheval. À la fosse de sciage, Peter et Damian attaquent l'ultime étape, qui est aussi la plus précise, de la construction du poteau d'angle. C'est là qu'on doit couper, à peu près là. 1, 2, 3. Quelques coups pour bien caler la scie. À la fin du 19e siècle, les fosses de sciage comme celle-ci étaient en déclin, remplacées par les scieries industrielles. Le sciage à la main n'était plus du tout compétitif. Reste bien droit. Ralentis. Tu vas devoir tenir longtemps. Il faudra aux deux hommes plusieurs heures pour découper le côté de ce tronc. Une scierie mécanique peut en faire plusieurs centaines dans une journée. J'ai le haut des bras et les épaules qui commencent vraiment à me faire mal. Mais vraiment mal. Les efforts physiques incessants que nécessite le travail à la ferme impliquent d'avoir une bonne hygiène corporelle. Avec Alex et Peter occupés dehors, c'est le moment idéal pour Ruth. Je vais prendre un bain. Les gens à cette époque pensaient que se laver était la base même de la bonne santé. En dépit du fait que c'est vraiment difficile de se laver dans ces conditions. La baignoire de Ruth est un tonneau en bois coupé en deux et doublé d'un drap. C'est un peu comme un égouttoir qui récupère l'eau que vous versez sur vous. Et c'est très économique en eau. Prendre un bain dans une pièce sans chauffage,
Je me gèle. Beaucoup de gens ont cette image de la grande baignoire victorienne en étain qu'on remplissait d'eau pour en avoir jusqu'au cou. Mais la plupart des gens de la campagne qui n'avaient pas suffisamment d'argent se baignaient dans cette espèce de bassine peu profonde en se savonnant et en se versant de l'eau dessus pour se rincer. C'est à mi-chemin entre la douche et le bain. Peter et Damian sont en train de scier depuis près de 4 heures. La nuit approchant, il faut se dépêcher de terminer le poteau. Tu commences à avoir le coup de main, hein? Ouais, carrément. Comme tu dis, c'est zen. Tu trouves? Le coin tombe toujours sur la tête du gars dans la fosse. Voilà le 3e côté du poteau. Avant d'aller se coucher, Ruth essaie ses remèdes maison. Ça, c'est la crème pour les mains que j'ai préparée avec de l'eau de rose, du saindoux et des fleurs. Ça soulage. Mais je crois qu'aucune crème ne peut vraiment préserver les mains de l'eau froide et du travail. Ce baume à lèvres, par contre, est vraiment incroyable. Ruth doit s'occuper d'une autre question d'hygiène. Je suis en train de fabriquer des serviettes périodiques. À l'époque victorienne, bien sûr, pas question de faire un saut à la pharmacie pour acheter ce genre de choses. Les femmes utilisaient une sorte de pochette lavable qu'elles remplissaient de matériaux absorbants. Par exemple, si je trouve de la mousse bien sèche dehors, je pourrais utiliser ça. On remplit la pochette et on obtient une serviette périodique. Voilà qui résolvait ce petit désagrément mensuel. Ce sont souvent ces petits détails intimes sur la vie des gens que je trouve le plus fascinant. L'histoire, c'est beaucoup de choses importantes, mais les détails, les gestes de la vie quotidienne sont souvent oubliés et laissés de côté. Les beaux jours sont enfin arrivés et la ferme se pare déjà des premières couleurs du printemps. Ruth étrenne son nouveau panier. Fantastique. Vous êtes prêts, les cochons? Ça me facilite la vie. Le poteau d'angle de Peter est enfin planté. Et les 10 brebis sont enceintes. La mise bas est imminente. Alex et Peter se sont rendus à la ferme de Richard Spencer pour recevoir ses précieux conseils. Bonjour. Comment ça va? On fait aller. Content de te revoir. Moi aussi. Tu vas nous donner un cours accéléré? Tu as déjà aidé une brebis à mettre bas? Jamais. Eh bien, on a un agneau, là. On a le museau et les 2 pattes de devant. On sent les pattes. Je peux le sortir sans problème. Mais comme vous l'avez jamais fait, qui veut essayer? Qui veut apprendre? J'essaye. Le truc, si tu es tout seul, ce qui est souvent le cas avec les bêtes, la brebis est sur le côté. Tu colles tes genoux sur son estomac. Comme ça, si elle te donne des coups de pied, elle ne te fera pas mal. Et tu ne regardes pas avec les yeux, tu regardes avec les doigts. J'y vais directement? Oui, enfonce la main. La nature fournit suffisamment de lubrifiant. Ne regarde pas avec les yeux, regarde avec les doigts. Tu es sûr que je peux y aller? Un gros agneau, c'est pour ça que c'est long et qu'elle a besoin d'aide. N'aie pas peur de tirer, vas-y. Tire un grand coup. N'hésite pas, tu le tiens? Oui, il sort. Vas-y, vas-y. Avec les 2 mains. Mais fais attention de ne pas déchirer le cordon ombilical. Continue. Mets les 2 mains si tu veux. Vas-y, 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 sors-le. Enlève-lui le placenta de la tête. Serre-toi tes doigts pour lui pincer le nez et enlever le mucus. Bien.
Pince-lui l'oreille avec le majeur et le pouce très fort. Enfonce tes ongles de chaque côté de l'oreille. Comme ça? Voilà. Il a pris une inspiration, mais pas très forte. Prends de la paille, voilà, et frotte-lui la poitrine. Non, tu le caresses là, comme si tu frottais par terre. Frotte bien pour activer la circulation, pour le stimuler. Comme une maman un peu agressive qui le lèche pour le réveiller. C'est ça. C'est la première fois que tu fais ça, pas vrai? Le premier agneau que je mets au monde. C'est génial. Il faut vérifier qu'elle a du lait. C'est important. Ça y est, parfait. Ouais, voyons celui-là. En plein dans le mille. C'est magnifique. Magnifique. Voilà, une brebis et un agneau en bonne santé qui va téter. On va l'isoler pour empêcher les autres de lui enlever son petit. Où tu veux, contre le mur. Cale la barrière contre un coin du mur. Comme ça, elle ne bougera pas. Demande-toi à quel endroit elle va appuyer quand elle va pousser la barrière. Quand tu travailles avec des moutons, il faut penser comme un mouton. Le petit tête. C'est ce que j'adore chez cette race. Les agneaux ont un incroyable instinct de survie, dès qu'ils sortent du ventre de leur mère. Pourtant, on a eu du mal à le faire respirer. Magnifique. C'est une race magnifique. Les Shropshire, ce sont des battants. Ça a été un vrai déluge d'émotions. Ça m'a donné confiance pour nos Misbah. Mais il reste toujours une part de moi qui appréhende et qui a le trac. Parce que quand on sera parti d'ici et qu'on sera revenu à la ferme, on n'aura plus Richard. On n'aura plus de soutien, on sera tout seul. S'il y a un problème, est-ce qu'on va y arriver? Avec les premières Misbah attendues dans quelques jours, Peter va être vite fixé. Mais avant cela, le pâturage des moutons a besoin de réparations urgentes. Il y a un grand trou dans la haie qui l'entoure. Rousse a décidé de s'y attaquer en utilisant une technique ancienne, le clayonnage. Je plante des pieux le long du trou dans la haie et ensuite je vais y passer des branches de noisetier. Le début du printemps ou la fin de l'hiver, c'est la période pendant laquelle on entretient les haies et les fossés. Il n'y a pas beaucoup d'autres travaux agricoles. Et il n'y a pas de feuilles sur les branches pour vous gêner. Je pense que la végétation va pousser tout autour, ce qui bouchera le trou pendant 20, 30, 40, 50 ans peut-être, si j'ai de la chance. Pour tester la solidité de son travail, Rousse fait appel au plus grand spécialiste de l'évasion de la ferme. Vas-y, saute! Allez, essaye de passer à travers ma barrière. C'est juste une réparation faite en urgence. Mais je pense que ça tiendra. Quant à la clôture de la cour, elle est loin d'être terminée. Pour accélérer les choses, les garçons vont fendre le reste du bois à la hache. On met des coins pour fendre le bois. C'est sûr que ça va 1000 fois plus vite que le sciage. C'est une méthode de construction basique. Il faut que ce soit fonctionnel. Ça n'a pas besoin d'être esthétique. Regarde, il est fendu, ça y est. Je crois que le secret, c'est de planter la hache au début pour guider la façon dont il va se fendre. Je crois que le secret, une fois qu'on a fini. Si seulement tu y avais pensé avant. Dans la cour de ferme, les quarts de tronc doivent être raccourcis de 2 pieds. Ça fait combien? Je vais utiliser mon mètre victorien. Ça, c'est un pied, du coude, comme ça, jusqu'au poignet. Je mets un repère ici. Jusque là. Il faut couper là. Un joli mouvement de bascule. Ouais, on utilise davantage le poids du corps avec une scie comme ça. Celui-là, on va le mettre dans ce trou. Il y a encore plein d'eau qui remonte. La clôture a besoin d'une barrière et la barrière a besoin de charnières. Sur la propriété, un seul homme peut faire ce travail, John Ebertson.
c'est le forgeron local. Les forgerons se targuaient de posséder le plus noble des métiers, parce que si le forgeron ne fabriquait pas les outils, le charpentier ne pouvait pas couper le bois. Il ne pouvait pas ferrer les roues des chariots et personne ne pouvait rien faire. Donc le forgeron était quelqu'un d'important. Grâce à lui, tous les gens du village se retrouvaient à la forge. Il y avait des fermiers qui amenaient leurs chevaux à ferrer, leurs chariots à réparer. Et en hiver, c'était le seul endroit où il faisait chaud. À la fin du 19e siècle, le métier de forgeron s'est trouvé en perte de vitesse, victime de la concurrence des usines qui produisaient en masse les mêmes produits avec des machines à des coûts beaucoup moins élevés. Les articles tels que les charnières, les clous et les pièces de chariot pouvaient s'acheter déjà manufacturés. Je le roule comme un gâteau roulé. Mais contrairement aux autres artisans ruraux, de nombreux forgerons ont survécu jusqu'au XXe siècle en travaillant pour les chemins de fer ou en devenant mécaniciens lorsque l'automobile a fait son apparition. Les charnières sont prêtes? Oui, je les ai finies. La barrière s'ouvrira comme ça. C'est parfait, merci beaucoup. Je suis très impressionné. La clôture est quasiment terminée, mais avant de pouvoir la mettre en place, Peter et Alex doivent régler un dernier problème. Le champ de blé a encore été attaqué, mais cette fois, les faisans ont cédé la place aux lapins. Tout comme le gibier à plumes, les lapins appartenaient aux propriétaires des terres. Au XIXe siècle, les métayers n'avaient pas le droit de les tuer. Alex a donc décidé de régler le problème en employant les méthodes d'une figure légendaire de la campagne victorienne, le braconnier. La chasse aux faisans se fait avec le régisseur. Mais attraper les lapins comme ça se fait en braconnant. Il ne vaut mieux pas que le régisseur le sache. Doug et Bob Jones, le père et le fils, travaillent en tandem. Ils attrapent des lapins dans ces collines depuis 50 ans avec des furets. On place le filet. On met un filet au-dessus des trous et on lâche les furets à l'intérieur. Et nous avons un furet femelle. Elle court dans tous les sens et fait peur aux lapins qui se précipitent en dehors de leur terrier. Et ces filets sont conçus de telle manière que quand le lapin fonce dedans, ça le prend au piège. Le braconnage était très répandu dans l'Angleterre victorienne et les autorités étaient très sévères à ce sujet. Les lois sur la chasse au XIXe siècle étaient très strictes. La police avait le droit d'arrêter les gens pour les fouiller. Et ça créait vraiment des tensions parmi la classe ouvrière. Dans la pratique, la loi stipulait que la police pouvait arrêter un ouvrier agricole qui rentrait du travail et lui demander de vider ses poches. Et s'il avait des pièges, des filets ou même du gibier, il pouvait être arrêté. Mais bien sûr, à l'époque, la police se servait de cette loi pour arrêter des gens au hasard, juste pour voir s'ils manigançaient quelque chose. Et ça agaçait beaucoup les ouvriers agricoles. On lâche le furet. D'accord. Ça y est, silence. Le furet va fouiller chaque terrier jusqu'à ce qu'il débusque un lapin. S'il n'en trouve aucun, il ressortira. Je viens de voir le furet ressortir. Il n'y a rien là. On le rentre? Ouais. D'accord, on va plus loin. On essaie l'autre terrier. L'autre? Avec des dizaines de terriers dans les collines, il n'y a que l'embarras du choix. On travaille un peu à tâtons. On ne sait pas vraiment où ils sont. À Henley Cottage, Ruth s'occupe des restes de faisans de la première partie de chasse d'Alex. On les a fait rôtir l'autre soir, mais il reste beaucoup de viande.
J'ai un livre de recettes sur la manière d'accommoder les restes. Il y a plein d'astuces pour faire des économies. Il regorge de recettes intéressantes. Cette recette-là est pour le faisan. Du faisan haché, qui ne gâche rien, ne manque de rien. C'est non seulement un dicton victorien, mais c'est une morale victorienne. Il y avait tellement de gens qui mouraient de faim que l'idée de gâcher la nourriture choquait les gens. Si vous n'aviez pas beaucoup d'argent et que vous viviez à Londres, par exemple, il y avait des magasins où on pouvait acheter des restes qui étaient récupérés dans les hôtels, les clubs, ce genre d'endroits. Et pour une somme très modique, vous pouviez acheter ces restes et vous nourrir avec. Après avoir gratté les os, Ruth prépare un bouillon pour y faire cuire les restes de viande. Il y a des crottes de renard, c'est bon signe. Ils ne traînent pas par ici pour rien. Ça, c'est sûr. Le deuxième terrier semble plus prometteur. Voyons ce que ça donne. Un peu de silence, s'il vous plaît. En voilà un. Non, lâche, lâche. Ça n'a pas traîné. Lâche, lâche. Facile. Il faut faire attention de ne pas déchirer le filet. C'est un bon début, mais ils espèrent en attraper beaucoup d'autres. Je vais le mettre plus bas. Le voilà. C'est bien, Charlie. C'est bien, lâche-le. Lâche, lâche. Une fois tous les terriers visités, le butin s'élève à 6 lapins. Ruth a déjà son idée pour les accommoder. Je vais faire une tourte au lapin. C'est un plat typiquement campagnard. La tourte à la graisse de rognon était vraiment le plat de base pour de nombreuses familles victoriennes, en particulier au bas de l'échelle sociale. Ça ne coûte pas cher et c'est très nourrissant. Et c'est facile de lui donner du goût. On l'assaisonne avec 3 fois rien et ça donne beaucoup de goût. Mes morceaux de lapin vont être dorés à la casserole avec un peu de beurre. Je mets les morceaux de lapin délicatement. Pour l'appareil de la tourte, il faut faire une pâte à la graisse de rognon avec de la farine, de l'eau et de la graisse de rognon. Il faut 2 doses de farine pour 1 dose de graisse. Ce n'est pas de la cuisine raffinée, loin de là. C'est un plat simple, rapide à préparer, qui vous tient au corps par tous les temps. Dans le pâturage des moutons, une des brebis a l'air mal en point. Les garçons décident d'intervenir. Reste de ce côté. Allonge-la, allonge-la. Attrape les pattes arrière. Bon. On va l'examiner. Ouais. Je sens les pieds, là. Mais les doigts, c'est bien. Est-ce qu'il est bien aligné? Oui, la tête. Je sens la mâchoire. Tu vois où sont mes doigts? On sent la mâchoire, là. Donc c'est bien. Il se présente bien. Encore. Ça y est. Super, super. Enlève-lui le mucus dans le nez, comme ça. Il respire? Oui. Vas-y, frotte-le. Je le frotte avec la paille pour activer la circulation. Je lui pince l'oreille, comme ça. Oui, il bouge.
Il est bien vivant, super. Attention. Je crois que je vais lui apporter de l'eau, l'isoler. L'isoler, oui. Et ensuite garder... Il faut veiller sur elle cette nuit. Rester avec elle 1h30, 2 heures. S'assurer qu'elle va bien. Et pour être sûr que le petit t'aide correctement. Tu crois pas? Si, si. Elle essaie de se relever. C'est un bon signe, un très bon signe. Là, elle est tranquille. Ils vont bien tous les deux. Je suis content qu'on l'ait fait. Oui, on a bien fait. Oui, je crois. Regarde ça, regarde-les. Je crois qu'elle va essayer de se lever. Il est temps pour moi de me retirer. Attention à tes mains. Merci, Peter. C'était incroyable. C'était vraiment incroyable. C'est super, Rousse. Appétissant. C'est votre lapin. Exact. J'en bave d'avance. Des restes de faisan? Des restes de faisan. Ça a l'air très bon. Un repas à base de gibier. Puisque vous vous obstinez à tuer des animaux, il faut bien les manger. C'est un vrai plaisir de déguster ce faisan parce que c'est lui qui mangeait notre récolte. Le lapin est bon. Le premier agneau de la ferme se porte bien. Et quelques instants après sa naissance, sa maman a mis bas un deuxième petit. Les moutons Shropshire ont souvent des jumeaux, voire des triplés. Avec le reste du troupeau qui s'apprête à agneler sous peu, la ferme va connaître un véritable baby-boom. Les garçons finissent la clôture de la cour juste à temps. Après avoir abattu un arbre, découpé le poteau à la scie, fendu le tronc pour faire les barreaux et installé la barrière avec les charnières du forgeron, l'heure est venue de tester la qualité de leur travail. On a fini notre clôture pour diviser la cour de ferme. John le forgeron et Ross sont venus faire l'inspection. Je vais faire sortir les cochons, Alex va faire sortir les vaches et normalement, ils ne devraient pas se rencontrer. Venez vous deux. Allez, dehors. Allez, allez. Ça m'a l'air parfait. Je trouve qu'elle est magnifique. Je trouve que ça met la touche finale à la cour. Il ne manque rien. Oui, ces poteaux ont l'air très solides. C'est très bien. Ils sont tous solides, sauf celui du bout. La prochaine fois dans la ferme victorienne, c'est le printemps. Il y aura des bébés cochons et des poussins. Les poules se font agresser. En voilà une autre, Peter. La vie d'une brebis est en danger. C'est le piétin. Et ça m'inquiète vraiment. Et un cheval boiteux pourrait tout remettre en cause. Les fermiers se tournent vers la science pour tenter de sauver leur récolte. S'ils y parviennent, ils auront quelque chose à célébrer à la fête du 1er mai. S'ils échouent, tout ce dur labeur aura été vain. Oh non, il est déjà cassé. La ferme victorienne va devoir jouer son va-tout.